Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode du Bluecast, un podcast créé avec des étudiants, pour les étudiants. Pour ce dernier épisode de l'année, nous souhaitions vous donner des balises essentielles pour attaquer une période très rude, le blocus. Si c'est ton premier blocus, nous espérons que cet épisode t'aidera à t'organiser. Je me présente, je suis Nathan et aujourd'hui je suis accompagné de Céline et Coralie. Bonjour Céline, bonjour Coralie. Nathan. Bonjour Nathan. Est-ce que vous pouvez vous présenter en une phrase très rapidement pour que les gens comprennent un peu qui vous êtes et pourquoi c'est intéressant de vous avoir aujourd'hui pour parler de blocus? Je m'appelle Céline, je suis détachée pédagogique chez Jeunes et Libres, la fédération d'organisation de jeunesse libérale. Avant ça, j'étais enseignante de langues anciennes dans le secondaire et par le passé aussi, j'ai eu l'occasion d'être monitrice aux études en faculté de philosophie, arts et lettres. Et donc, j'offrais aux étudiants un accompagnement individuel et collectif pour toutes les questions méthodologiques qui pouvaient se poser. Pour ma part, je suis Coralie. Je suis également détachée pédagogique, mais à la FEL, donc à la Fédération des étudiants libéraux. Anciennement, j'étais professeure de français pendant 13 ans et j'ai également participé à des coachings à l'école d'études, à l'école de devoirs, excusez-moi. Et là-bas également, j'accompagnais de manière individuelle et collective les étudiants, que ce soit en soirée, après les cours ou bien pendant la période d'examen. Merci beaucoup. Donc, comme vous pouvez le voir, on est avec des gens qui sont plus compétents que moi pour vous parler de blocus. On sait que une des choses les plus importantes finalement dans le blocus, ça se passe avant le blocus, c'est la préparation au blocus, parce que c'est en bien préparant son blocus que on va vraiment pouvoir étudier au maximum. Il existe plusieurs catégories d'étudiants. Coralie, je pense que tu pourrais nous en dire un peu plus. Effectivement, il existe différents profils d'étudiants et c'est important de connaître un petit peu ton profil pour savoir quelle méthodologie tu vas utiliser pour étudier tes examens. On peut tout à fait être un peu de tout, mais généralement, on a un pourcentage plus grand d'un type de profil en soi. Alors, on va jouer sur les sens. Il y a différents modèles. La personne qui est visuelle, alors elle va plutôt aimer les synthèses très structurées, avec des schémas, des couleurs qui vont attirer l'œil. Elle va être aussi amenée à créer des cartes mentales pour mieux mémoriser, ou elle aime bien également les vidéos explicatives. Ça, c'est pour la personne visuelle. Celle qui est auditive, elle va préférer les enregistrements. Ce podcast, par exemple, va énormément lui parler. Elle va aimer également réciter à voix haute pour bien intégrer la matière. Et puis, on a également le kinesthésique qui, lui, a besoin d'un apprentissage actif. Il va aimer, par exemple, recopier son cours ou bien manipuler des objets pendant qu'il étudie. Il va aimer bouger, marcher pendant qu'il récite plutôt que de rester assis et de ne rien faire. Donc voilà, comme j'ai dit, il y a peut-être un pourcentage de chaque dimension en toi, mais il est important de connaître ce qui te correspond, ce qui te convient le mieux et d'adapter ton étude et ta méthode en fonction de ça. Moi, par exemple, j'étais essentiellement visuelle, un peu comme la plupart des gens. Je pense qu'on est 50% à être visuel, c'est pas rien. Mais il y avait d'autres méthodes qui fonctionnaient sur moi. Par exemple, j'enregistrais mon cours sur une cassette. Oui, à l'époque, on écoutait encore des Walkman. Et je la repassais dans mon lit le soir avant de m'endormir et ça fonctionnait aussi. Comment savoir si on est plutôt l'un ou l'autre? Il y a des petits trucs simples. Par exemple, si vous conduisez, quand vous devez vous garer ou chercher une rue, un endroit précis et que vous avez tendance à baisser le volume de la radio parce que ça vous distrait dans votre manœuvre, eh bien à ce moment-là, c'est que vous êtes plutôt visuel. Maintenant, si vous aimez travailler avec du bruit, du son, de la musique, que ça vous permet de retenir mieux les informations, que vous mettez des mélodies sur les choses à retenir, c'est que vous êtes plutôt auditif. Parfait, merci beaucoup. Et alors Céline, peut-être pour nous parler les différents types d'étudiants, non pas dans leur manière d'étudier, mais dans leur manière d'appréhender le blocus. Alors, ce sont évidemment des profils qui vont se rejoindre. C'est important de savoir comment on travaille pour la méthodologie qu'on va mettre en place et c'est important de savoir aussi quand on travaille de manière la plus efficace possible. Et pour ça, je dirais que c'est important de s'observer pendant l'année. Est-ce qu'il y a des périodes dans la journée où vous vous sentez capable d'emmagasiner plus de matière qu'à d'autres? Alors, certains étudiants vont se lever à 6 heures du matin parce qu'entre 6 et 10, ils sont capables d'abattre un travail de dingue. Et d'autres étudiants, il ne faudra rien leur demander par contre avant 10 heures. Mais une fois arrivés début de soirée, 17, 18 heures, ils vont sentir à ce moment-là un pic d'énergie et c'est là qu'ils seront plus efficaces.
Donc c'est important pendant l'année de voir un petit peu comment on fonctionne, à quel moment on est le plus efficace, comme je disais, voir à quel moment on est aussi le plus raplapla, le plus distrait. Pour ma part, je savais que après le temps de midi, entre 13-15 heures, j'étais pas très efficace, et donc je prévoyais à ce moment-là de faire des choses qui me demandaient moins de concentration. C'est important aussi de voir combien de temps on s'est resté concentré sur une tâche. C'est un petit exercice qu'on peut faire facilement pendant l'année. Est-ce que vous décrochez après 20, 25, 30, 35, 40 minutes? Et ça, ces informations-là, elles vont être importantes pour faire votre planning. S'il y a quelque chose que je trouve essentiel pour préparer son blocus, c'est le planning. Faire son planning, ça demande un petit peu de temps, mais alors c'est un fameux gain de temps au moment où on se met au boulot, qu'on sait ce qu'on va faire, qu'on sait quand on va le faire, et pouvoir découper ce planning en périodes durant lesquelles on est le plus efficace possible. Tu parlais de planning. C'est un conseil plus alors pour les étudiants de la FEL. N'hésitez pas à aller voir le planning d'études fourni dans l'équipe Blocus. Il est très complet et il y a des conseils en tout genre pour vraiment vous aider à d'être ça pendant votre période d'examen. Alors ici, tu parlais vraiment de bien organiser ses journées. Au final, une fois qu'on sait quel type d'études on a, quel type de mémoire on a et quel type de personne on est, si on est plutôt du matin, de l'après-midi, du soir, comment bien organiser sa journée de blocus? Comme tu dis, une fois qu'on a repéré les moments où on était les plus efficaces, on va essayer de diviser son travail par période. Une des premières choses que je ferai, moi, c'est de voir, pour tel cours, essayer d'estimer le temps que ça va nous prendre. Est-ce qu'on est parti sur un petit cours et donc une journée et demie, ça va pouvoir aller? Est-ce qu'on est sur un gros cours qui vaut 6 ou 7 crédits? On sait qu'on est parti pour 2-3 jours. Ce qui est très important à avoir en tête, c'est qu'il n'existe pas deux plannings identiques. Chaque étudiant doit faire son planning en fonction des critères dont Coralie a parlé, dont j'ai parlé aussi. Il y a des étudiants qui vont aimer alterner les cours, d'autres qui vont rester concentrés 2 ou 3 jours sur le même intitulé de cours. Voilà, c'est un peu à chacun à se connaître. Moi, je dirais par rapport à ça, oui, pourquoi pas envisager 2 cours sur une journée, dire le matin, je vais plutôt étudier telle matière et après-midi, je ferai ça. J'éviterai par contre de m'éparpiller trop. Dire, je vais faire un chapitre dans ce cours-là, puis j'enchaîne avec le chapitre 2 de ce cours-là que j'ai commencé hier, et puis après-midi, j'envisagerais peut-être bien de commencer un 3e cours. Au final, on se retrouve à la fin de la journée en ayant un peu papillonné dans tous les cours, mais en n'ayant pas l'impression d'avoir vraiment avancé et de te dire, allez, ok, j'ai fait la moitié de ce cours-là, demain j'envisage l'autre moitié. Je pense que ça permet de se sentir plus en confiance, de se sentir avancé, que de se dire je fais un petit peu tout le temps de tout. Et au final, après 3 jours, on se dit mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux barrer? Il n'y a rien de plus gratifiant aussi pour un étudiant en blocus de barrer dans son planning, de se dire ça, c'est bon, c'est fait. Donc voilà, alterner les moments d'études en alternant les matières si on se sent à l'aise, mais pas trop. Et puis, je pense que Coralie va pouvoir en parler aussi, alterner les moments d'études avec des moments de pause. En veillant à respecter une bonne hygiène de vie. Justement, alors, Coralie, quand faire des pauses? Parce qu'on sait très bien que étudier pendant 15 heures d'affilée, ça sert à rien. Il faut faire des pauses. Quand? Il faut faire des pauses de combien de temps? Est-ce que faire des micro-siestes, ça aide? Bien entendu, tout ça aide. Alors, il n'y a pas de nouveau, comme il n'y a pas de planning unique, il n'y a pas de moment spécifique meilleur que d'autres pour faire des pauses. Les pauses, c'est quand toi, tu en as besoin, quand toi, tu les ressens. Quelqu'un peut très bien pouvoir se concentrer pendant 2-3 heures, ne pas lever la tête de son syllabus et être encore concentré après. D'autres, par contre, toutes les 25 minutes, ils ont besoin de faire une pause de 5 minutes pour pouvoir revenir concentré sur son cours. Il n'y a pas de bonne méthode. Il y a des méthodes et il y a ta méthode. Et c'est à toi de savoir quand tu peux faire une pause. Maintenant, il est primordial de s'organiser des pauses, d'en prévoir dans son planning. Il faut des moments donnés où tu relâches la pression, où tu te détends. Et tu dois faire quelque chose qui te plaît, tu dois prendre soin de toi. Alors ça peut être, je ne sais pas moi, prendre un bon bain chaud, aller faire une promenade, faire du sport. Ça peut être aussi tout simplement écouter de la musique douce, ou pas d'ailleurs. Mais l'important, c'est de faire quelque chose qui te plaît, qui te permet de préserver ta santé mentale. Tu ne peux pas rester tout un blocus en ne faisant qu'étudier. Tu vas craquer. À un moment donné, c'est inévitable. Je pense que dans ce que tu as dit, il y a quand même pas mal de points sur lesquels on pourra revenir. Par exemple, des périodes où on se relâche l'esprit, surtout au blocus de décembre avec les fêtes. C'est vrai que ça peut parfois être un peu plus compliqué. On reparlera aussi de la musique. Alors ici, tant qu'on est encore vraiment dans l'organisation même de la journée, quelle technique d'étude fonctionne et quelle technique d'étude, à contrario, ne fonctionne pas du tout?
on va commencer presque toutes les réponses en disant « ça dépend ». Ça dépend de chacun, ça dépend de toi. Il n'y a pas qu'une seule recette, il n'y a pas de méthode unique. Maintenant, il y en a qui ont plus fait leurs preuves que d'autres. Je pense par exemple à la méthode couche par couche, où vraiment tu vas commencer à étudier l'ensemble de ton cours, le point de vue général, et puis tu vas aller en profondeur, étudier la matière vraiment avec précision. Ça va te permettre d'avoir une vue d'ensemble et en même temps de maîtriser les détails, de pouvoir zoomer et dézoomer sur ta matière. Ça, c'est important. Une autre technique, c'est la simulation d'examen. Prendre des examens blancs, s'il y en a qui sont disponibles, et tester tes connaissances. Voir si tu t'en sors et retravailler les matières où tu vois que tu maîtrises moins. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a différentes techniques. À toi de trouver celle qui te convient. Tu peux aussi très bien privilégier une technique active, un apprentissage où tu vas imaginer que tu es professeur, où tu vas essayer d'enseigner la matière à quelqu'un d'autre. Ça va te permettre de clarifier les concepts. Pourquoi pas d'utiliser des schémas, des exemples. Il y a un côté très pratique et très ludique là-dedans qui peut être vraiment bénéfique. Tu peux aussi imaginer toi-même les questions que le professeur pourrait te poser. Voilà, ça sont des techniques qui fonctionnent. Maintenant, il y a une vérité générale et ça, c'est valable pour tout le monde. Le cerveau a besoin de répétition pour enregistrer l'information. Au plus tu répètes ta matière, au plus tu repasses sur ton cours, au plus elle va se fixer dans ton cerveau. Et une petite astuce, c'est au plus tu espaces les répétitions, au plus ton cerveau va retenir à long terme ce que tu as étudié. Moi, je voudrais revenir sur ce que Coralie a dit au début en parlant de la technique de couche par couche. Ce qui est essentiel selon moi, c'est la structure du cours. Donc, c'est de privilégier l'agencement des idées à l'accumulation des données. Certes, il va falloir mémoriser toute une série de faits, de dates, de définitions, mais si on n'arrive pas à les rattacher à une structure, on est perdu. Or, à l'examen, qu'il soit écrit ou oral, le prof va être tout aussi attentif à la qualité des réponses qu'à la structure de votre réponse. Donc, il faut vous assurer au début de l'étude d'un cours que vous avez la structure, la charpente du cours en tête. Quels sont les grands chapitres? Pourquoi est-ce que le prof les a mis dans ce sens-là? Généralement, c'est pas anodin. Il y a un lien entre les chapitres. Quels sont les sous-chapitres, les sous-titres? De nouveau, pourquoi est-ce qu'ils sont dans cet ordre-là? Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Est-ce qu'il y a un lien chronologique? Et donc, une fois que j'aurai cette structure, cette charpente en tête et que je serai capable d'expliquer pourquoi les chapitres s'enchaînent dans cet ordre-là et pas dans un autre, alors je peux, comme Coralie l'a dit, venir couche par couche, venir combler finalement ma charpente, venir mettre les informations qui vont faire que le tout tient ensemble. Parfait, merci beaucoup. Pour l'instant, on parle beaucoup via les réseaux sociaux, entre autres, de la technique Pomodoro. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, pour ceux qui peut-être ne la connaîtraient pas, la technique Pomodoro, c'est de diviser son temps en 4 périodes de 25 minutes, à chaque fois espacées de 5 minutes. Et ensuite, au bout de 4 fois, avec 20 à 30 minutes de pause. Est-ce que, en fait, ça fonctionne vraiment ? Ça peut fonctionner. Après, il y a différents programmes. Chez Pomodoro, tu n'es pas obligé d'utiliser ce système-là. Il y a différentes possibilités. Et de nouveau, c'est à toi de tester, à toi de voir si ça fonctionne. On ne peut que se connaître en expérimentant. Si ça marche pas, tu passes à la technique suivante. Next. Ok, merci beaucoup là-dessus. Je pense qu'on a abordé une grande partie de comment étudier, comment organiser sa journée d'études. Maintenant, il y a un peu plus de détails. Je sais que Coralie, t'es pas spécialement fan des boissons énergisantes. Ah non, pitié. Mais est-ce que les boissons énergisantes, le café, etc., est-ce que ça peut quand même un petit peu aider? Alors, je vais parler des boissons énergisantes. Le café, j'en parlerai après. Les boissons énergisantes, je sais, c'est hyper séducteur. Mais c'est une très mauvaise idée. Ce sont des mauvais amis, les boissons énergisantes. Effectivement, ça va te donner temporairement un regain d'énergie. Tu vas tout d'un coup avoir un coup de fouet. Tu vas avoir l'impression de pouvoir étudier pendant des heures et des heures. Ouais, non, il faut pas confondre excitation et performance intellectuelle. D'accord? C'est vrai que ça peut t'aider à un moment donné, mais après, le contre-coup est tellement désavantageux, je vais dire, que ça vaut pas la peine. Tu vas avoir un coup de fatigue énorme et il va falloir récupérer ça après. Or, je te rappelle quand même que tenir tout un blocus et une session d'examen, c'est long. Il faut tenir dans la durée. Donc, évitons les boissons énergisantes qui sont vraiment tout à fait néfastes. N'oubliez pas que ça peut aussi vous donner problèmes cardiaques. Des problèmes. Oui, ça à long terme. Tout d'abord, ça peut générer beaucoup de nervosité, d'irritabilité. Tu vas perdre confiance en toi. Et alors, si maintenant tu en prends de manière excessive, là, on tombe dans des problèmes cardiaques, dans une dépendance, dans des troubles du sommeil. Ça vaut vraiment pas le coup.
Maintenant, il y a d'autres boissons qui peuvent tout à fait t'aider. Tu parlais du café. Oui, pourquoi pas? Un café le matin, peut-être vers 10 heures. Après, on arrête. Ça sert à rien de continuer. Il y a des boissons plus saines comme un bon jus d'orange, un bon jus de citron avec plein de vitamine C. Tu ajoutes quelques fruits rouges, des antioxydants. Il y a également des compléments comme la spiruline, le gingembre, le curcuma que tu peux intégrer à ta boisson et qui va t'aider à garder l'énergie. Ou alors encore un bon thé vert. Ça fait le job. Pas besoin de boissons énergisantes. Mauvaise idée. Même chose pour les repas, d'ailleurs. Évitons les plats préparés. Alors, certes, ça va plus vite, mais si vous avez l'occasion, en très très peu de gestes, il y a moyen de préparer de chouettes recettes. Et d'ailleurs, je rebondis, tu parlais tout à l'heure, Nathan, du calendrier de la FEL. Vous avez enfin de calendrier des recettes que j'essayerai peut-être moi aussi. Mieux que ça, on a même des recettes qui sortent sur nos réseaux sociaux. Donc ça commence le lundi 16. Il y aura un post normalement par semaine, donc toutes les semaines jusqu'à la fin du blocus. Et puis, si vous avez l'occasion de faire votre blocus avec vos cocotors, préparer le repas, ça peut être une excellente pause, un moment de pause de qualité, de se dire on partage ensemble un moment où on cuisine, on se prépare une petite salade, une petite quiche, quelque chose qui ne demande pas énormément de temps, mais qui vous permet de discuter, de partager ensemble un repas, et puis chacun retourne au boulot. Évitons de faire un blocus uniquement avec des pizzas, une portion de frites, des plats réchauffés ou un hamburger, que sais-je. De nouveau, ça peut venir en appui à un moment donné où on est vraiment à la bourre, mais pas toute une période. Un blocus et une session d'examen, comme le disait Coralie, c'est au minimum 1 mois, donc il faut tenir sur le long terme. Et oui, une alimentation saine, ça fait qu'on va pouvoir mieux se concentrer, pouvoir avoir une énergie stable. Si on commence avec des quicks, des pizzas, des sodas, des pâtisseries, ça va faire un pic énergétique rapide et puis pouf, une chute énergétique tout aussi rapide. Non, il vaut mieux manger des fruits, des légumes, du poisson gras, du chocolat noir, c'est très bon pour l'énergie. Des céréales complètes. Allez-y, faites-vous plaisir. D'ailleurs, j'ai une étudiante qui m'a conseillé il y a peu sur Insta, un certain Wilzer Foods, qui propose des recettes quand t'as pas de thunes, pas de temps, pas de four. Pourquoi pas essayer? Tiens, manger sainement pendant les examens pour avoir la pêche. Ici, on parle un peu de ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, de pas boire trop sucré non plus. Au final, quelle hygiène de vie avoir pendant le blocus? Le sommeil. Parce que c'est pas n'importe quelle période de l'année, c'est une période de l'année où on bouge pas beaucoup de sa chaise, donc peut-être avoir des problèmes musculaires. On étudie beaucoup, donc le cerveau est fort fatigué et ça fatigue aussi tout le corps. Mis à part le sommeil, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, je vais revenir sur le sommeil parce que c'est quand même très, très, très important. 7 à 8 heures, c'est l'idéal parce que pendant que tu dors, ton cerveau, il continue à ranger l'information. On l'oublie trop souvent. On pense qu'étudier se fait en journée. Non, ça se fait aussi quand tu dors. Ton cortex, il travaille. Il va venir imprimer dans ton cerveau tout ce que tu as étudié la journée. Et honnêtement, il vaut mieux parfois aller dormir, bien réfléchir à ce qu'on a fait pendant la journée et intégrer ça pendant la nuit, plutôt que de sacrifier son sommeil, étudier quelque chose, une nouvelle matière en dernière minute que finalement, on retiendra pas. Donc, hygiène de vie, dormir. Deuxième chose, c'est l'hydratation. Surtout maintenant en période hivernale, la soif se fait moins ressentir et on oublie de boire de l'eau. Pourtant, c'est ça aussi qui va permettre de rester vif, alerte, de faire les bonnes connexions neuronales et donc du coup, hydratez-vous. Entre un bon petit cacao chaud et des petites bulles festives, n'oubliez pas de boire. Et enfin, l'oxygénation, du sport. Que ce soit intensif ou pas, on n'est pas obligé non plus de faire des courses et des sprints, voilà. Mais on peut sortir, aérer ses neurones, un petit peu un vent frais pour vivifier son esprit, se balader, faire un petit peu de méditation, pourquoi pas. Voilà, ça peut toujours aider. Ce qui peut être chouette en parlant de sport, c'est si vous avez un pote qui a plus ou moins le même planning que vous, c'est-à-dire qui fait ses pauses plus ou moins en même temps, c'est pourquoi pas vous dire tiens, on réserverait bien un terrain de badminton, un terrain de paddle et on va faire 1 heure du badminton tous les deux, on va se vider l'esprit. Ça fait partie d'une bonne hygiène de vie. Et donc, je rebondis aussi sur la qualité des relations sociales pendant le blocus. Moi, j'ai eu le tort, mon tout premier blocus, ça remonte à quelques années maintenant, de m'enfermer dans ma chambre, je ne voulais voir personne, je ne voulais faire qu'étudier. Et au bout de 5-6 jours, j'ai craqué. Je faisais le blocus chez mes parents et mes parents m'ont mis de force dans la voiture en disant maintenant stop,
tu vas sortir et tu vas aller voir du monde. Et on est allé se promener, on a rencontré des gens qu'on connaissait pour un petit peu parler et ça fait un bien fou. Alors sur le moment, vous allez peut-être vous dire, mais je suis en train de perdre du temps, je devrais être dans ma chambre en train d'étudier. Ben non. Soignez aussi vos relations sociales, ça fait partie d'une bonne hygiène de vie. Prévoyez du temps à passer avec vos parents si vous êtes à la maison, avec vos amis si vous êtes en côte. C'est important. Des vraies relations sociales. On parle pas du mur Facebook. Enfin, maintenant, on n'est plus sur Facebook ou des vidéos TikTok. Non, soignez vos relations sociales et c'est d'autant plus important, Nathan, tu vas peut-être en parler, que le blocus de décembre rime aussi avec les fêtes de fin d'année. Exactement. Avant, j'aurais juste bien aimé rebondir sur un point qui, je pense, est capital dans la vie étudiante, c'est l'argent, surtout pour les coteurs. Hein, tu l'as dit, hein, il y a quand même pas mal de gens qui cotent et qui étudient en cote. Et alors, même si pendant les blocus, vous rentrez chez vos parents, etc., le loyer du cote, il tombe quand même. Comment gérer son job étudiant et le blocus ? Job étudiant et blocus font rarement bon ménage. Maintenant, c'est pas complètement incompatible. L'important, c'est quand même de te réserver des moments pour étudier, des moments pour sociabiliser, comme l'a très bien dit Céline, et des moments pour travailler dans ton job étudiant. C'est pas facile. Moi, je vous conseille quand même de réduire vos heures, d'en parler avec votre employeur, d'essayer d'aménager votre horaire. Si votre employeur vous a employé sous contrat étudiant, il sait que votre premier job, c'est d'étudier. Donc, il doit se montrer compréhensif. Et alors, ce que je peux vous conseiller, si vous avez peur d'être un peu à court d'argent, d'anticiper, travailler un petit peu plus avant le blocus, avant la session d'examen. Comme ça, vous économisez, vous faites des réserves financières et vous serez plus à l'aise pendant ce moment où vous devrez réduire vos heures de boulot. Merci beaucoup. Maintenant, on va pouvoir arriver au sujet que tout le monde attend pour le blocus de décembre, les fêtes de fin d'année, les Noëls, enfin la Noël. Parfois les Noëls, si on a une grande famille, ça peut s'étaler sur plusieurs jours. Ouais. Et alors, le Nouvel An, quelle grâce. Comment gérer son blocus avec ces fêtes-là ? Personnellement, je sais que le 24, à partir de 16h30, je n'arrive plus à étudier. Le 25, c'est compliqué. Et alors, le premier, des gueules de bois ahurissantes. Hein. Donc, comment gérer son blocus avec ça ? À nouveau, ça dépend. Ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre de si on se sent à l'aise. Si c'est le tout premier blocus, généralement, ça prend du temps. On a beaucoup de cours. Si on est plus loin dans le parcours, on a parfois moins de cours à étudier, plus de travaux et donc on peut plus profiter des fêtes. Ça va dépendre de son planning. Je dirais que se dire qu'on va profiter du 24, du 25, du 31 et puis du 1er janvier, malheureusement, c'est un peu illusoire. Ou alors vous allez clairement empiéter sur des périodes précieuses pour votre blocus. Je pense que justement, je reviens sur l'importance du planning. Le temps, le fait de prendre son temps au début du blocus pour dire voilà tout ce que j'ai à faire, voilà le temps dont je dispose, comment je vais caser ça, va vous permettre de vous dire alors je peux me dégager le 24 décembre au soir, ou bien le 24 au soir, je vais plutôt étudier et alors je m'octroie le 25 après-midi. Voilà, forcément il y aura des choix à faire, il y aura des sacrifices, c'est pas gai, j'ai l'impression de paraître méchante en disant ça, mais c'est réaliste. Mais voilà. Moi, si je prends mon cas personnel, j'ai toujours apprécié Noël et le caractère familial des fêtes de Noël et donc je souhaitais être disponible à Noël. Maintenant, je sais que quand j'étais étudiante, il y a eu quelques 31 décembre que j'ai passé bien calmement parce que je savais que le 1er janvier, j'étais au boulot. C'est des choix à faire. Dites-vous aussi que le blocus n'est jamais une période très gaie, mais voilà, c'est une période limitée et dans quelques années, vous pourrez à nouveau faire la fête comme vous le souhaitez. Moi, j'ai peut-être un petit conseil supplémentaire. Effectivement, il faut faire des choix, comme tu l'as dit. Je pense aussi qu'on peut se préparer à faire la fête en révisant peut-être un petit peu plus avant. Comme ça, on compense, on contrebalance et en plus, on a l'impression de mériter sa soirée. Exactement. Et ça, le fait de pouvoir mériter, juste avant de se dire on barre, ça c'est fait, j'ai fait. Et je dis, voilà, on profite des fêtes, l'esprit tranquille, ça c'est gai. Je pense qu'une des choses qui va avec les périodes de fête et le blocus, c'est aussi le côté mental. C'est toujours un peu compliqué si on a des frères ou sœurs qui sont encore dans le secondaire, ils sont totalement en vacances et pas totalement profiter de leurs vacances. C'est vrai qu'au niveau du mental, c'est peut-être un peu compliqué. Alors, comment préserver sa santé mentale? Comment booster son mental? Là, pour moi, tu évoques deux choses différentes. Il y a le fait de garder le mental positif et le fait de gérer sa session, soit avec des colocataires, soit avec des frères et sœurs qui font du bruit. Commençons par la santé mentale. Je pense que, de nouveau, on se répète, ça dépend de chaque étudiant. Maintenant, moi, par exemple, ce que je faisais quand j'étais étudiante, c'est d'écrire le soir 2-3 choses que j'avais bien faites la journée. J'étais fière de moi. Ça me permettait de rester motivée, d'avoir confiance en moi. À l'inverse,
quand j'allais pas bien, j'écrivais ça aussi. J'avais un petit journal le matin, je déversais tout ce qui me tracassait. C'était hop, dans mon carnet, je le pliais, pof, de côté, je m'étais libérée et je pouvais commencer à travailler. Voilà, ça c'est 2 petites astuces. Ce qui est positif, ce qui est négatif, on le met sur papier et ça nous permet d'avancer. Oui, moi, je pense que rester entouré de personnes avec qui on se sent bien, des personnes auprès desquelles on sait qu'on va trouver des encouragements, du réconfort quand on en a besoin, parce qu'il y a des jours où clairement aussi, mais j'y arriverai jamais. Et donc d'avoir quelqu'un dans son entourage qui se dit, mais si, regarde ce que tu as déjà fait, t'en es capable, vas-y, continue. Quelqu'un qui va, comme je le disais tout à l'heure, vous proposer d'aller marcher 1 heure en disant, viens, on va se changer les idées, je vois bien que de toute façon, t'es pas capable là maintenant de mémoriser. On va aller faire autre chose et puis tu t'y remettras. Je pense que c'est aussi très important pour la santé mentale. Entourez-vous de gens que vous appréciez et n'ayez pas peur de temps en temps faire une pause pour aller voir vos potes, passer un bon moment. Et puis évidemment, on s'y remet. Ah oui, tout est toujours question de mesure, évidemment. On ne peut pas faire que ça. Non. C'est important de pouvoir s'arrêter, mais c'est important de pouvoir reprendre le travail aussi. Et alors, donc, par rapport à la question que j'avais posée, Coralie, tu disais qu'il y avait parlé de 2 aspects différents, dont un qui était d'étudier en côte ou avec des frères et sœurs voyants. Oui. Comment gérer ça? Oui. En fait, le problème quand tu es en côte ou avec une famille assez bruyante, c'est justement de ne pas être sujet aux distractions, de pouvoir conserver du calme pour étudier. À ce moment-là, moi, je vous conseille de trouver un endroit calme dans votre maison, de vous faire votre petit espace d'études à cet endroit-là. Pourquoi pas d'investir dans des écouteurs anti-bruit ou bien de prévoir une playlist de sons apaisants. Peut-être aussi organiser votre planning, savoir que quand c'est le retour de l'école, il y aura plus de bruit. Donc à ce moment-là, je vais plutôt surligner, relire mes cours. Par contre, le matin, quand c'est plus calme, je vais étudier des matières compliquées. Je vais aller en profondeur dans mon étude. Et alors, pourquoi pas aussi donner à vos colocataires ou à votre famille votre planning d'études pour qu'ils soient au courant de comment vous allez fonctionner, de quel moment vous avez besoin pour que tout soit calme et que vous puissiez vous concentrer. Je pense vraiment que l'important, c'est de communiquer. Il y a beaucoup de conflits qui sont désamorcés grâce à la communication. Et puis, si jamais vraiment c'est impossible de travailler dans votre côte ou chez vous, il y a d'autres lieux où vous pouvez aller étudier. Pourquoi pas vous rendre à la bibliothèque, vous rendre dans une salle d'études mise à disposition par votre université ou votre haute école, dans un bar tranquille, dans un espace de coworking. Il y a même des espaces de blocus résidentiels chrétiens qui sont proposés. T'es pas obligé d'être catholique pour y aller, mais au moins ça te permet d'être dans une ambiance calme et sereine pour pouvoir mémoriser correctement ta matière. Tu l'as vaguement abordé, c'est la musique. Tu l'as évoqué maintenant, mais tu l'as aussi évoqué plus tôt avec les gens qui sont plutôt auditifs. Est-ce que ça aide ou est-ce que justement ça peut donner l'impression d'aider alors qu'en fait pas du tout? De nouveau, c'est à toi de le découvrir par toi-même. Moi, je sais que je ne sais absolument pas me concentrer quand il y a du bruit autour de moi. C'est impossible, j'ai besoin de silence. Par contre, il y en a d'autres qui fonctionnent super bien avec la musique. Ils vont commencer à chanter leurs cours. Ou alors, quand on va leur demander, tiens, c'est quoi cette matière-là, quoi? Ah oui, attends, je me souviens, c'était sur cette musique-là. Et hop, ils vont enchaîner et vont savoir refaire les liens. Ça dépend de tout à chacun. J'ai pas de solution miracle, j'ai pas de réponse toute faite. J'ai même pas de styles musicaux à vous proposer. Ça dépend de vos goûts. Le hard rock metal. Pour les pauses, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Pour les pauses, pour se défouler un bon coup. Moi, j'étais comme Coralie aussi, je savais pas étudier en musique, mais j'avais des potes qui le faisaient, qui avaient leur casque sur les oreilles. Et tant mieux, j'ai envie de dire, si eux, ça leur permettait de se détendre ou de mieux mémoriser. On revient au conseil qu'on a donné dès le départ de ce podcast, il faut se connaître. Tout à fait. Morale de l'histoire, chacun sa merde. Non, donc voilà, il faut vraiment essayer de bien se connaître et éviter l'ennemi public numéro 1 quand on est en blocus, les réseaux sociaux. Oh, je suis pas d'accord. Et les réseaux sociaux, /téléphone. Oui, mais ça peut très vite être un moyen de distraction qui peut durer parfois très longtemps. On voit que parfois sur TikTok, on limite s'endort en scrollant. Il faut quand même, si pas l'éviter, le limiter. Oui, là on se rejoint, tout à fait. Les réseaux sociaux, c'est très chronophage et c'est ça le souci. C'est qu'on se dit, oh, je vais y aller 10 minutes et puis 1 heure après, on lève la tête, oh zut, tout ce temps-là est passé. Et c'est ça le problème. Il faut pouvoir limiter son temps d'écran, mais pour ça, il y a des applis qui existent. Utilisons le GSM, le smartphone dans ses meilleurs outils, avec par exemple Forest, qui te permet de faire pousser un petit arbre pendant que tu étudies, ou alors Freedom, qui permet aussi de contrôler ton temps d'écran en bloquant certains sites, en bloquant certaines applis.
ça peut être très utile. Et puis, tu peux aussi, par exemple, réserver des moments clés dans ta journée où tu te dis, voilà, à ce moment-là, je peux aller sur les réseaux sociaux. Par exemple, après un repas. Ou alors, tu peux aussi mettre en sourdine toutes tes notifications. Comme ça, tu n'es pas constamment distrait par le ding-ding-ding de ton GSM. Mais voilà, il ne faut pas diaboliser les réseaux sociaux, il ne faut pas diaboliser le smartphone. Il peut aussi être utile. Tu parlais par exemple de Pomodoro, qui était cette fameuse appli anti-procrastination qui te permet de chronométrer ton temps d'étude. Il y a aussi Trello, par exemple, qui te permet de t'organiser. Ou encore, ça, je trouve ça trop mignon, Petit Bambou, qui te permet de méditer, de rester zen, vraiment pour gérer ton stress. Petit Bambou, c'est pas mal. Tu parlais d'ennemis en parlant des réseaux sociaux. Moi, je dirais que l'ennemi, c'est la comparaison. On l'a beaucoup dit pendant ce podcast. À chacun son planning, à chacun sa méthode de mémorisation. Il n'y a rien de plus stressant que de te dire, et toi, t'as fait comment? Et alors, votre pote vous dit, moi, j'ai déjà fini ce cours-là, j'ai déjà fini ce cours-là. Je suis nulle part. Non, peut-être que toi, t'as fait d'autres choses tout aussi pertinentes. Peut-être que toi, t'as besoin d'avoir un coup de stress pour avancer et que tu vas être hyper efficace les 3 derniers jours du blocus parce que tu sais que tu peux plus revenir en arrière. Maintenant, il faut y aller. Donc, oui, demandez aux potes où ils en sont, ce qu'ils font, pourquoi pas, mais évitons les comparaisons à outrance parce que c'est source de stress et d'angoisse inutile. Oui, chacun a son rythme, chacun a sa propre progression. Ne comparons pas. Je pense qu'on arrive un peu au bout de ce podcast. Et alors, pour terminer, est-ce que vous pourriez chacune donner 3 conseils clés pour gérer le blocus? On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est la préparation. Préparer son blocus, c'est la base. D'ailleurs, Aristote disait que le commencement est beaucoup plus que la moitié de l'objectif. Et je pense qu'il avait raison. C'est important, avant même de commencer son étude, de la préparer. On parlait du planning d'études. On peut aussi parler des fiches, des synthèses, mettre plein de couleurs, mettre les dates en évidence, les noms en évidence, rendez-les attractifs pour avoir envie de les mémoriser. C'est important aussi de préparer non pas seulement sa matière, mais son espace de travail. Avoir un bureau rangé avec tout le matériel à disposition, ces beaux petits feutres de toutes les couleurs mis en place pour qu'on puisse les utiliser et surligner ces feuilles, c'est important. Il faut savoir que quand on a un bureau propre et en ordre, on va moins vite être distrait et donc du coup, on va être plus concentré. Et on en parlait, si jamais vous êtes en côte, que vous avez envie de cuisiner, pourquoi pas préparer un menu à l'avance. Pensez à ce que vous allez déjà manger plus tard. Comme ça, vous ne devrez plus y penser le moment venu. Vous ne devrez plus réfléchir à imaginer un plat, à faire les courses. Tout ça sera déjà prêt. Et vous pourrez vous concentrer sur la tâche principale qui est étudier. Moi, je rappellerais la structure du cours. Capitale avant de commencer à mémoriser les informations. On en a beaucoup parlé. L'hygiène de vie. Prenez soin de vous. C'est hyper important. Et puis, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous seul savez comment vous travaillez et quand bien même ce premier blocus ne serait pas un succès, c'est pas grave. Au moins vous avez vu à quoi ça ressemblait et vous avez de quoi rectifier le tir pour les prochains. Oui, je terminerai par un petit truc, c'est que on vous donne ici plein de conseils, mais peut-être que vous n'y arriverez pas seul. Et n'ayez pas peur, il y a des services d'aide à la réussite, comme le SAR par exemple, qui propose des blocus assistés, qui propose des personnes ressources. Tournez-vous vers ces services-là. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de vos établissements universitaires ou de haute école, qui proposent des dispositifs d'accompagnement, qui proposent des aides à l'apprentissage. On a aussi, j'ai entendu parler de ça il n'y a pas longtemps, la Student Academy, qui propose 2 heures en ligne gratuites de formation pour vous aider à améliorer votre méthodologie. Donc, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas seul. Absolument pas. Et alors, si je pouvais donner, moi, un conseil, c'est que même si vous n'avez rien foutu pendant tout le premier quadrimestre ou le deuxième quadrimestre en fonction de quand vous écoutez ce podcast, il n'est jamais trop tard. J'ai réussi un cours en le découvrant à 22h45 la veille et en écoutant des chants religieux le matin. Donc, ne perdez pas espoir. Il y a quand même, à éviter quand même, mais ne perdez pas espoir. Il y a toujours moyen de réussir. Merci beaucoup Céline, merci beaucoup Coralie. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. À tous ceux qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et de nous donner votre avis. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode du Bluecast. Bonne fête de fin d'année. Et bon blocus à tous!